Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture en ce dimanche matin. J'espère que vous êtes bien installés confortablement, que ce soit chez vous, devant la chaîne YouTube Basket Session ou sur une plateforme de streaming de votre choix. En tout cas, lui, il n'a pas choisi d'être là, il est un peu obligé. Il aime les maths comme il aime le football. C'est pour ça qu'il l'arbore fièrement. Théophile est avec moi. Salut Théo, ça va? Ça va très bien, Pierre. Armand, je vois que tu pars fort là, direct, ça taille sur les tendons, les- Oh, là, tu vois, je trouve même pas le terme, les talons d'Achille. Merci à moi-même de retrouver la phrase des uns et des autres. Non, je suis ravi de te retrouver, Pierre Armand. Effectivement, non, c'est avec grand plaisir que je te retrouve, surtout ni contraint ni forcé. Il y a pas de personne n'a de flingue sur ma tempe pour me forcer à faire le haut culture. Ravi de te retrouver. Je t'avoue que je suis encore un peu dans le kiff de l'épisode de la semaine dernière avec Wax. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je pense que même si vous Exactement. connaissez ni le personnage ni sa musique, c'est vraiment quelqu'un d'attachant. Donc je pense que vous prendrez plaisir à écouter ce numéro. En tout cas, nous, on avait vraiment pris notre pied à faire cet épisode avec lui. Et puis, ravi d'être avec toi pour ce nouvel épisode, alors qu'on ne sait pas encore si les finales NBA se poursuivent ou si c'est déjà plié, vu qu'on C'est a vrai. enregistré ça jeudi. C'est vrai qu'on enregistre ça jeudi, donc il y a le match 4 demain. Donc on en sera incapable de vous spoiler quoi que ce soit. Voilà, c'est le temps lui-même qui nous spoilera. Juste, on va faire donc notre thème habituel, on va faire nos rubriques coup de cœur, coup de gueule. Je ne sais pas si vous suivez de temps en temps nos coups de cœur, nos recommandations de lecture, de films, de musique, etc. Mais en tout cas, moi j'ai suivi celle de Wax. Je suis donc allé voir cette fameuse série Jury Duty. Et alors, du velours. C'est-à-dire que c'est incroyable. Donc vraiment, jetez-vous dessus. Le soir même, je m'y étais jeté. Il y a 8 épisodes de 20 minutes, mais c'est un pur délice. J'arrive pas à croire que on ait pu passer à côté de ce truc-là. Je savais même pas que ça existait. Et c'est une prouesse technique, d'acteur, artistique en général. Je crois à la fin, en plus de la série, il y a des bonus. Je vais peut-être aller voir ça pour voir comment ils ont mis ça en place parce que c'est vraiment c'est magique, quoi. Donc, je ne sais pas si toi, tu es allé checker, Théo. Alors, j'ai pas encore regardé, je suis allé regarder un petit peu de quoi il retournait. J'ai vu qu'il y avait un acteur, donc je vais être incapable de trouver le nom, mais qui joue Cyclope dans les X-Men et qui est C'est ça. excellent dans une de mes séries préférées, qui est 30 Rock, hyper drôle. Voilà, donc j'ai vu qu'il était dans Jury Duty, mais j'ai pas encore regardé ça. C'est sur ma liste, par contre, ça va, je vais pas tarder à m'y mettre. Voilà, c'est sur Amazon Prime si vous avez le plaisir d'être abonné. Donc, allez voir ça. Quand on se demande ce qu'on peut regarder en ce moment, voilà. Sans hésiter, vous pouvez y aller. Et donc, nous, on a choisi notre thème de la semaine. Bon, on va pas se mentir, l'ambiance, elle est pas ouf, ouf. En général, c'est pas la meilleure semaine qu'on ait pu passer au niveau des nouvelles, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles proviennent. Donc, on s'est dit, on va essayer de mettre un petit peu de légèreté, Théo, avec des funny moments un petit peu, des moments rigolos qu'on a pu voir, entendre, lire en tout cas dans la NBA d'avant, d'aujourd'hui. Voilà, on est assez sérieux toute la semaine. Enfin, tu es assez sérieux toute la semaine avec Antoine et Shai pour décrypter l'actualité et les finales avec votre regard d'expert toujours affûté et acéré. Donc là, on s'est dit, ben, yallah, on part en live, c'est dimanche, on fait un petit peu ce qu'on veut entre l'apéro et le barbecue. Ouais, c'est clair, tu fais bien de le mentionner. Force à tout le monde, un bon courage dans cette période qui s'annonçait. Au moment où on se dit on va retrouver le soleil, on se reprend un petit peu un ciel de plomb. En tout cas, ouais, ce qui est marrant, c'est que moi, en fait, finalement, j'ai découvert les premières vidéos de basket que j'ai vues. Elles étaient liées à cette notion d'humour parce que c'était la fameuse série qui s'appelait Dazzling Dunks and Basketball Bloopers où tu avais à la fois des actions d'éclat, des dunks énormes et des ratés, l'espèce de bêtisier de la NBA. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai mis les pieds dans le basket, du moins dans la NBA. Donc pour moi, les deux ont toujours été un petit peu liés avec pas mal d'humour, de second degré, de noter entre potes les petits détails d'un match dont on pouvait rigoler et puis après on pouvait ressortir comme référence pour se moquer les uns des autres quand on avait joué sur le terrain. Moi, ça a toujours été un peu lié, ouais. C'est vrai c'est quelque chose qui est particulier peut-être au basketball. Alors, en tout cas, dans le foot, à part par la suite, certains humoristes qui arrivaient carrément pour désacraliser tout ça et faire des faux doublages, pour montrer certaines séquences. Mais c'est vrai qu'il y a moins de caméras. Maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, moins de caméras sur le banc. Et du coup, ces cassettes vidéo de bloopers, là, ça permettait. Alors, attention, attention, bloopers, hein.
C'était des ballons qui tournaient, des gens qui tombent par terre, des trucs comme ça. C'était très, ça restait très, très gentil par rapport à ce qui peut être aujourd'hui où ça y va beaucoup plus fort. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était tout de suite, on se rendait compte que ces gens-là, c'est comme disait Georges Eddy, les géants volants du basket américain. Il en avait fait le titre d'un de ses livres. Étaient des humains comme les autres et pouvaient s'amuser pour montrer que c'était à la fois leur métier et leur passion. Ouais, et puis c'était aussi une époque où on n'avait pas du basket 24 heures sur 24, où tous ces détails-là passaient un peu à la trappe. Maintenant, même si quelqu'un au JT se plante, tout de suite, ça fait le tour des réseaux sociaux. Avant, souvent, il fallait attendre le 31 décembre, voir les vidéos qui s'appelaient les bêtisiers de l'année, où tu retrouvais un petit peu toutes les ratés de l'année. Bref, c'était vraiment une autre époque, au bout du compte, tout ça. Alors c'est vrai que depuis ces vidéos de bloopers, bah, on est abreuvé maintenant, que ce soit par les réseaux ou par tout ce qu'on peut avoir d'images NBA, de moments assez marrants, et ça nous a permis de replonger dans le passé aussi. On va vous faire un petit récapitulatif de ce qui nous a fait rire, nos souvenirs. Ça peut être des déclats, des punchlines, etc. Bref, c'est très 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 large, vous imaginez bien. Donc on pourrait en faire 12 épisodes, comme toujours dans Hoop Culture. Mais on va démarrer tout de suite. Théo, toi, quel est ton moment, on va dire, le premier qui te vient à l'idée quand on s'est dit, bah, on va parler de la déconne? Bah écoute, alors c'est peut-être un peu facile, mais forcément j'ai pensé au segment Shaq Tino Full de Shaq, et j'ai forcément pensé à le joueur qui a le plus illustré ça, je pense, Javali McGee, parce qu'effectivement, alors c'est vrai qu'au bout du compte, ça tournait un petit peu au harcèlement moral à charge de tout le temps aller chercher les bourdes de McGee sur le terrain, mais en même temps, il y en a eu un moment, il y en avait tellement, tellement, tellement que tu sais, mais c'est pas possible, il fait exprès au bout du compte, quoi. Et ce qui est fou quand même, c'est qu'au bout du compte, ce bon vieux Jamali Magdi, champion olympique avec Team USA, ça si on me l'avait dit, j'aurais jamais deviné, j'aurais jamais parié dessus. Et c'est beau parce que sa mère l'avait été aussi en 1984, lui il a été en 2020. Donc c'est lui qui est le dernier mot. Du compte, c'est lui qui est le dernier rire. Parce que oui, c'est une médaille que Shaquille O'Neal n'a pas, on est bien d'accord, hein. C'est champion du monde qu'il a fait, Shaq. Shaq fait, il fait pas 96 Atlanta? Oui, il fait la Dream Team 2. Est-ce Il qu'il fait fait... 96 aussi. Alors, Je, il je doit retire être, ce que j'ai il dit, doit hein. être dans les deux, ouais, ouais. Mais je crois que la Effectivement, t'as mère raison. de Jamal Magui, en effet, il était monté au créneau aussi pour dire stop, quoi. Il me Ouais, semble il y avait une histoire comme ça où était pas contente, Maggie. Pamela. Ouais, Moi, exactement. quand je pense à la déconne, je pense à Blake Griffin, dont on a souvent parlé dans le Hoop Culture. Et il y a deux scènes qui me font. Alors, il y en a plein hein, où il est assez un personnage assez marrant. Il a fait des passages dans des talk shows américains qui sont assez drôles. Les pubs sont hilarantes, notamment celle avec Jordan Brand au moment où il venait d'être signé. Moi, il y avait vraiment deux moments, outre celui où il se rend compte qu'il est dans la sauce parce que Luka Doncic parle parfaitement espagnol lors d'un global game à Mexico City et que lui, à part Hola Mexico, il sait rien dire d'autre. Mais c'est surtout la fois où il y a un match serré entre les Clippers et les Warriors et il regarde le tableau comme ça, il se rend compte derrière lui, il y a deux gars des Warriors qui le trollent et il fait comme ça et il leur renverse son verre sur la gueule en faisant comme si rien s'était passé. J'avais trouvé que c'était un coup de génie, mais vraiment, et les gars en plus se rendent compte qu'il leur a fait un prank de folie. Et je trouvais que c'était vraiment à l'image du personnage qui sait sourire quand il faut, même si sur le terrain, c'était pas forcément un grand souriant. C'est pas c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup. C'est un peu un taiseux. Il semble un peu réservé, timide, mais je pense qu'il pourrait faire une carrière d'acteur sans aucun problème. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il avait été très bon dans des. Je me rappelle de sketchs assez marrants avec Will Ferrell où Ouais, ouais, en ouais, gros, très drôle. il disait qu'il allait faire un stage. C'était chez Comedy Central, je crois, ou un truc comme ça, une des chaînes du câble. Et puis, je me demande s'il a pas fait un peu de stand-up justement avec Jeff Ross. Tu sais, tu nous avais conseillé de regarder le roast de Tom Brady là que j'ai regardé. Je me suis régalé. Et Jeff Ross, qui est le roast master, Ah ouais, des ouais. spécialistes du genre. Et je crois que Blake Griffin avait participé à un truc comme ça avec lui, hein. Ah, mais c'est le Jeff Ross, là, c'est un niveau d'outrance quand il se met à rouster les gens, c'est quelque chose, hein, vraiment. Mais ça, tu Avec sais le que sens de l'impro. ça a créé un beau bordel avec Tom Brady, cette histoire, parce que, enfin, lui, non, mais parce que c'est lui qui produit l'émission, évidemment. Donc bon,
il y a toujours du coup une connivence qui laisse croire qu'il a un peu la main là-dessus. Est-ce que tout ça est vraiment, est-ce qu'il prend ça de pleine poire vraiment ou est-ce que il est au courant? Mais ça a posé problème avec son ex-femme qui elle, enfin, je pense que tu as vu, elle s'en prend. Mais... oh la vache. Et les Bah, je gamins comprends, c'est aussi. un peu. Ouais, c'est un peu dur pour elle parce qu'au bout du compte, elle est pas responsable ni du roast ni de quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'elle en mange tout du long. Toute Oh la première heure et demie, c'est quasiment, tout le monde a une blague sur elle, c'est un peu dur. ah ouais, il y a le mot Jujitsu qui revient beaucoup. Regardez-le, vous allez bien rigoler. C'est clair. Voilà, donc Blake Griffin, moi, c'était c'est pour moi un type où, quand tu le vois hors terrain, tu sais qu'il va se passer un truc rigolo, généralement. Moi, dans le genre troll, j'ai beaucoup aimé Lance Stephenson à son époque Indiana Pacers, notamment la série face à LeBron, là, le truc est devenu un mème, enfin qui a été repris plein de fois là, où tu sens qu'il trouve même plus quoi faire pour essayer de casser les couilles de LeBron. Et il y a un moment où pendant des lancers francs, je crois qu'il se met à côté de lui et juste il se met à lui souffler tout doucement dans l'oreille. Ce truc, je le trouve tellement dingue. Et tu vois LeBron qui est, faut reconnaître, imperturbable, mais quand même qui finit par esquisser un sourire en mode mais quand est-ce que je vais me débarrasser de ce boulet? J'en peux plus de ce gars. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait rire. Et Lance Stephenson, au bout du compte, j'ai gardé pas mal de tendresse pour Lance Stephenson, alias Born Ready, une des légendes de Coney Island au même titre que Stephen Marbury, parce que malgré ses déboires, ses sorties parfois peu flatteuses, voilà, c'est vraiment j- finalement, j'aime bien les mecs qui, au bout d'un moment, assument et se disent limite, de toute façon, sur le terrain, on peut pas stopper ce mec-là, faut trouver une autre manière d'essayer de le faire déjouer et qui sont prêts à tout tenter. Ça m'avait bien fait rire quand même. Mais il a tout essayé, des fers des lacets. Et puis, il a cette espèce de move où, à un moment, je crois qu'il est aux Lakers, quand il tape ce move où il crosse quelqu'un qui part dans le décor, il met le shoot et le banc explose. C'est ces personnages, tu sais, où c'est assumé un peu comme Pat Beverley, où genre, je suis un clown, j'assume, mais vous le savez, mais je vais enfin, vous allez en avoir pour votre argent, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais vous ruiner jusqu'au bout, je vais vous faire chier. Et c'est vrai qu'il s'est tapé des moments assez marrants. Et même, non, c'est Beverley qui se tape avec KD, mais lui, avec LeBron. Mais ça en devenait que les médias montaient ça comme si c'était une nouvelle rivalité entre lui et... Bon, alors que, enfin, tu vois, c'était tellement un monde d'écart. C'était en effet la seule chose qu'il pouvait faire, mais c'est devenu un des mèmes les plus géniaux de l'histoire, quoi. Ouais, on a oublié, mais c'était court, mais c'était une belle rivalité. LeBron face à Indiana. Il y a comme une année, je crois, où ça se joue en 7 manches, si je me trompe pas, avec l'émergence de Paul George. À l'époque, il y avait encore Roy Hibbert, dont on parle d'ailleurs dans le MOOC spécial défense. Là, on reparle de Roy Hibbert, mais ouais, je pense une mini-rivalité, parce que ça n'a pas duré beaucoup dans le temps, mais un petit peu, qui est passé un peu à la trappe au bout du compte. Ouais, c'est ça. Moi, je vais continuer avec, tu sais, alors, curieusement, les trucs qui m'ont fait rigoler, c'est souvent avec mes joueurs All-Star préférés, all-time même. Je vais te parler de Paul Pierce avec une scène extraordinaire. Paul Pierce joue à Brooklyn. Ils sont à Toronto. Fin de match, Paul Pierce fait son interview. Il quitte le terrain. Il enlève son bandeau. Il le lance dans le public. Et le truc lui revient. C'est vrai, je connais pas Tu cette connais pas image. ce truc? Non, Non, jure, tu connais pas ce truc. Paul Pierce promis. sort du terrain, il enlève son bandeau, il le jette dans le public. Tu vois un mec qui le récupère. Le mec lui relance et lui relance tellement bien que Paul Pierce l'attrape et sort. Enfin, le type lui renvoie, c'est-à-dire c'est un ping-pong quoi. Le truc arrive et revient, un boomerang il se prend. Mais c'est tellement drôle. Genre, mais on n'en veut pas de ta merde quoi, espèce de bouffon. Il a le Ah, maillot c'est des. incroyable. Il a allé voir ça. Il a le maillot des Nets. Vous tapez Paul Pierce, comment ça s'appelle, Headband de Toronto, et vous allez voir le fan ça tombe sur un fan des Raptors qui lui renvoie, mais d'une vitesse. Mais alors, puis c'est plutôt rare parce que généralement, bon, tu récupères un truc comme ça, tu le gardes, tu as un vrai objet à présenter dans une relique dans culture, tu vois. Non, non, lui, il a dit, même pas en rêve, son truc dégueu là, en plus, ça devait être trempé. Il lui a renvoyé de pleine gueule. Allez le voir, c'est exceptionnel. Ça dure, c'est très furtif, hein, mais c'est formidable. Magnifique. Ça me fait penser, moi j'ai vu ça à un concert. Concert de d'EPMD à Paris, et ça devait être
toute fin des années 90 ou début des années 2000, et à chaque fois sur les concerts de groupes US, comme ça, il y avait des premières parties de rappeurs français, mais tu savais jamais qui ça allait être. Et des fois, c'était pas forcément terrible. Et là, c'est pareil, il y avait, je sais plus, énième première partie d'un groupe de rap français. Euh, bon, bah voilà, c'est juste, c'est pas forcément leur public, quoi. Ils essaient de faire le show, à un moment, ils jettent un t-shirt du groupe, un t-shirt professionnel dans le public, et pareil, le t-shirt qui leur revient sur scène, en mode, non, on en a rien à faire de vos bêtises, nous, on veut voir IPMD. Ça, c'est un gros souvenir aussi, c'est la même que Paul Pierce, quoi. Ah ouais, ça doit être terrible de vivre ça. Vivre ça là, enfin bon, Paul Pierce, il s'en foutait plutôt pas mal, mais bon, c'était trop marrant, quoi. Ouais, c'est dur. Moi j'en ai un autre. Alors, pour le coup, ça aurait pu être dans les bloopers des vidéos dont on parlait tout à l'heure. C'est Michael Ruffin. Je sais pas si tu te rappelles de ce joueur musculeux là, qui a joué notamment à Washington et Oui, qui, très comme bien. moi, avait dû se souvenir d'avoir vu une fin de match où il restait que quelques secondes et où Magic Johnson, avec son QI basket énorme, avait jeté la balle en l'air très haut de manière à ce que personne puisse faire faute sur lui en fait et que les dernières secondes s'égrènent. Donc fin de match entre les Wizards et les Raptors. Wizards qui mènent 109-106. Il intercepte le ballon. Il reste un peu moins de 4 secondes à jouer, je crois. Il jette la balle en l'air, mais pas assez haut. Elle retombe dans les mains de Maurice Peterson qui met un tir à 3 points au buzzer. Prolongation. Match gagné. Je crois que les Raptors gagnent en prolongation. Mais le moment de solitude extrême de Michael Ruffin, voilà, sur qui, enfin, à part ce truc-là, jamais je t'aurais reparlé de Michael Ruffin, je pense s'il n'y avait pas eu ce blooper. Mais c'est magnifique. Tu sais, j'ai de l'empathie quand même, je suis dégoûté pour lui, mais tellement drôle, quoi. Tellement drôle. Ah ouais, il fait un Presque. skyhook dégueulasse. La balle, elle monte à 1 mètre en l'air. On dirait qu'il lance un entre-deux, tu sais. La balle est Exactement. horrible. Et shoot assez incroyable de Peterson avec sa patte gauche, là. Shoot dur quand même, mais. Ouais, tu sais, t'aurais pu ressortir du terrain en disant, j'ai fait le même truc que Magic. Ça, c'est ça l'intelligence de jeu, et tu retombes, tout le monde te regarde mal dans le vestiaire, c'est très dur. Surtout que ça a été refait 1000 fois à chaque fois, surtout sur les derniers moments de finale NBA, on voyait sur les matchs de titre. Ah, celui-là était bien raté. Bien raté. Moi, un autre, il est passé un peu au milieu. C'est Tim Hardaway Jr. qu'on voit en ce moment en finale NBA, qui n'a jamais brillé pour sa défense. On est d'accord. Et il y avait un match quand il jouait à New York, au Garden, et il y a une contre-attaque. Le ballon arrive de l'autre côté. Il est là, lui, en défense sur un gars, et l'arbitre se casse la gueule en reculant, tombe. Le ballon arrive dans les bras du shooter, et à 3 points, dans le corner. Et Tim Hardaway Jr., au lieu de monter sur le gars, regarde l'arbitre par terre et crie safe comme au baseball. C'est-à-dire, il se met en position, genre il s'accroupit, il fait safe comme ça. Et le mec shoot, hein. L'action continue. Et lui arrête et genre se fout de la gueule de l'arbitre. Mais ça m'avait fait hurler de rire. Il s'était désintéressé du shoot, du rebond et tout, hein. Et du coup, tout le monde s'est arrêté, genre, mais le match, non, non, ça continue. Et l'autre qui gueule safe au milieu, c'était quand même l'image de comment les joueurs en ont rien à cogner de la saison régulière, tu sais. Alors après, j'ai vu je vais être très honnête, j'ai vu cette séquence isolée, donc ça se trouve, le match était Ouais. fini, il y avait moins 40, tu vois, c'était presque la fin. Mais c'était un petit peu symptomatique de ce bon vieux Tim Hardaway Jr. et de sa défense légendaire. Du coup, ça me fait penser, mais je me rappelle plus qui c'est le joueur, de quel joueur il s'agit. Je sais plus si c'est je crois que c'est J.R. Smith qui check un mec en plein match. Tu te rappelles Ah pas oui. ça, qui va taper dans la main d'un mec sur son banc, mais l'action elle joue, et pareil. Et du coup, il défend pas du tout sur son joueur qui va mettre un lay-up ou un tir. Je me rappelle plus précisément là, mais des Bah, fois, c'était, je crois, mais je sais même pas si c'était pas un moment un peu, si c'était même pas en playoff ou un truc comme ça, hein. Je crois que c'était pas dans la bulle, cette connerie. c'est bien possible. C'est bien possible. Je crois que Ah, c'est dans la bulle, faut hein. que je retrouve là, parce que là, je vous sors des anecdotes, mais qui sont pas très précises, mais c'est bien possible, ouais. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Il me semble que c'était un moment un petit peu important, ouais.
Un peu sur le même genre, moi, ce que j'adore. Enfin, pareil, là, c'est un mème, vous avez dû le voir des tas de fois, mais Nick Young qui shoot à 3 points et qui se retourne en levant les bras en l'air pendant que le ballon heurte le cercle misérablement dans son dos. Ça, c'est un grand moment. Faut se rappeler quand même que Nick Young et Javali McGee ont joué ensemble longtemps à Washington. C'est pour imaginer un petit peu le niveau de maturité du vestiaire. Et ils ont même gagné, et ça, je l'avais presque oublié, ils ont aussi gagné un titre ensemble avec les Warriors. Comme quoi, tu sais, Ah mais c'est un oui, petit c'est peu. vrai. Et ouais, ils étaient ensemble dans cette équipe ils étaient ensemble aux Warriors. Donc, ouais, c'est pareil, j'aurais pas parié. Si tu m'avais dit un jour que Javali McGee serait multiple champion NBA et champion olympique, quand il était à Washington, justement, j'aurais pas parié ma maison dessus. Ouais, il y en a un qui m'a toujours fait marrer, c'est El Barbudo, James Harden, qui pendant un moment semblait condamné à se prendre la balle dans la gueule. Je sais pas si tu te rappelles, il se prend une passe de Giannis qui veut faire une passe dans l'opposé, dans le corner, sur, enfin, il se mange la balle pleine tronche. Une passe de Giannis bien tendue, ça doit être sympa. Et il y a une fois aussi où il s'énerve, et je ne sais pas si tu te rappelles de ça, je crois que c'est avec Josh Hart, et il lance la balle par terre, qui lui rebondit pleine tronche aussi, et Josh Hart qui refait le geste en se disant mais ce type est complètement cinglé. Et c'est une boîte à bloopers, James Harden, dans ses défenses où le ballon arrive vers lui à terre et il regarde l'arbitre tandis qu'il y a un autre qui prend la. Enfin, ça a été. Là, les bloopers de James Harden en défense, c'est très drôle à regarder, mais et on en parlait aujourd'hui, jeudi, je t'avais envoyé une vidéo, commence à y avoir des bloopers de Luka Doncic sur les finales NBA aussi en défense, qui font mal à regarder aussi, qui piquent les yeux un petit peu sur ce que Erwan dans First Team appelle fort justement les minima en défense. Là, il y a des minima qui sont plus faits du tout et ça en devient risible, quoi. Ouais, c'est clair. Pour James Harden, par contre, attention, achetez un disque dur externe en plus si vous voulez pouvoir stocker tout ça Ah ouais, parce ouais. qu'il y a du dossier, effectivement. Et si tu parles de Josh Hart, mais ça me fait penser à cette punchline de cette semaine. Je sais Ah, que tu l'as vu passer là, extraordinaire. magnifique. Donc, pour vous expliquer, donc, Josh Hart qui a été invité à passer en tant que consultant à la télé américaine, derrière, ça lui a bien plu. Donc, en plaisantant, il poste, je crois, un extrait d'une vidéo dans laquelle il apparaît en disant ouais, je pense peut-être à changer de job si je me mettais. Je pense peut-être à changer de job. Et tu as son ancien coéquipier à la fac, Michael Bridges, qui commente en disant si tu venais au Nets. Et lui qui répond Michael, tout va bien, t'es sûr? Si t'es retenu en otage, cligne des yeux et on viendra te chercher. Trouvé excellent. Et les podcasts des anciens de Villanova, là, Jalen Brunson et Josh Hart sont vraiment drôles. Ouais, Ils ont c'est une vraiment espèce drôle. d'humour un petit peu. Tu sais, c'est un peu l'humour un peu à la The Office où tu blagues, mais personne. Si t'es pas dans la confidence, personne comprend que tu blagues. Et ils sont vraiment très drôles, là, tous les trois, avec DiVincenzo, Josh Hart et Jalen Ah bah Brunson. c'est leur C'est rêve de vraiment le détour. ramener Michael Bridges en plus. C'est leur rêve de le ramener pour créer presque un 5 de Villanova. Donc, mais c'est vrai que ça, c'était vraiment très, très, très drôle. Mais dans les déclats comme ça, moi, il y en a qui me régalent chaque année. C'est Devin Booker qui après I'm Fine in the West, je sais plus, il y a 2-3 ans. Enfin, le karma et Booker, c'est une vraie histoire d'amour, une bromance incroyable. Parce que, et là, cette année, quand il avait dit en début d'année, je vois pas qui va pouvoir nous stopper avec Bradley Beal. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux, je trouve ça encore fascinant qu'on puisse. Alors, soit tu es un observateur et c'est ton métier de faire des pronostics, comme le rédacteur en chef de Rivers qui croyait en Anthony Bennett ou des trucs comme ça. Mais on te fera un jour un vrai t-shirt avec marqué J'ai cru en Anthony Bennett. Mais voilà, ça me fascine encore que les gars puissent prendre encore ce. Quand on voit la manière dont. Alors, tu parlais de Rose tout à l'heure, dont LeBron s'était fait, mais encore aujourd'hui, on lui parle du not two, not three, not four, not five, tu vois, sur scène quand il est présenté à Miami. Là, j'arrive pas. Mais même Jalen Brown qui avait dit qu'il finirait avec 7 titres. Enfin, les gars qui disent ça, je trouve que c'est lunaire aujourd'hui. Ça leur revient dans la gueule, quoi qu'il arrive.
une seconde après que le buzzer est retenti, quoi. Donc je trouve ça très curieux, mais c'est bien marrant. Petit péché d'orgueil de Devin Booker qui a pensé qu'il allait pouvoir vaincre le Kardashian Curse à lui tout seul. Et puis finalement, le karma était une Comme fois tous. encore, comme tous, voilà, une fois encore plus fort que tout. Tout à l'heure, je parlais de Nick Young et de Javali McGee. Il faut se rappeler que leur vétéran à l'époque à Washington, c'était un certain Gilbert Arenas. Alors autant, je trouve, il est insupportable maintenant, autant quand il était bon sur le terrain, il était aussi très drôle en dehors. Ça a été l'un Mm. des premiers aussi. C'était même la seule, je pense, star NBA qui tenait un blog. C'est-à-dire que si les podcasts avaient existé à l'époque, je pense que ça aurait été le premier à avoir un podcast. Il tenait un blog sur le site de la NBA même, qui était à mourir de rire. Et alors ça a été court, mais Gilbert Arenas a vraiment été très très fort en attaque. En tout cas, c'était un joueur excitant à voir jouer, incroyable et aussi très drôle en dehors, avec du trash talking un petit peu incessant, l'un des seuls assez tarés pour aller faire du trash talking avec Kobe ou des mecs comme ça. Et c'est dommage qu'on se rappelle plus trop de cette période-là. Voilà, l'affaire du flingue, bien entendu, la fin de carrière désastreuse, et puis maintenant ces sorties à répétition qui sont quand même rarement brillantes. On fait oublier tout ça, mais il y a un moment où c'était vraiment une espèce de, je sais pas comment dire, de personnage un petit peu complètement atypique dans ce, comment dire, dans l'univers de la NBA, qui était rafraîchissant, qui était drôle. Et je regrette un petit peu cette période-là de Gilbert qui était vraiment cool, quoi. Oui, mais c'est vrai. On sait plus aujourd'hui si c'est réellement quelque chose qu'il pense ou si c'est pour faire du buzz, si c'est. C'est vrai. Donc je trouve que tout ça est un peu biaisé parce que quoi qu'il arrive, bon bah, en plus aux États-Unis encore plus qu'ailleurs, ils vivent selon le principe une bonne ou mauvaise pub, c'est une pub, donc on y va à fond. Donc bon, je sais pas. Donc du coup j'ai du mal à me faire sa sincérité sur ce qu'il raconte. Comme tu dis, c'était quelqu'un de très drôle, un sacré joueur. Je peux pas croire sa dinguerie de cette année sur les joueurs européens. Bon, voilà, je pense que c'est vraiment histoire. Ça a fait parler, c'est ce qu'il a cherché à faire. Bon, il a même pas cherché à se justifier derrière, donc bon, je pense qu'il s'en foutait pas mal. Un autre Sur les... joueur, Ouais, pardon, ouais, vas-y, vas-y. un autre joueur coéquipier de Blake Griffin, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment douté de l'existence de la matrice ou pas, et de savoir si quelque chose se passait. On était dans un jeu vidéo. Il y a 9 ans, il y a un match entre les Clippers et Portland. Il y a un dernier shoot pour la gagne pour passer devant un game winner de Chris Paul. DeAndre Jordan prend un rebond offensif et glitch complètement. Et là, je me suis dit, il a pris la pilule bleue, la pilule rouge, j'en sais rien, mais il se stoppe et c'est-à-dire plus rien ne bouge. Il est comme ça. Et à côté, tu as l'autre là, en mode Gremlins qui saute en l'air, qui essaye de lui dire, qui monte le panier en disant shoot, shoot. Et le chrono, c'est lui fait, il est horrible en plus, il saute, c'est horrible à regarder. Et, et vraiment, si tu avais pu doubler ça, l'autre il fait et Jordan ne bouge plus. Il reste 7 dixièmes, c'est terminé. Enfin, il reste 7 dixièmes et soudain, donc il baisse le bras et je sais pas. Et bon, bah, la matrice revient, il revient dans le jeu. Il comprend même pas ce qui se passe. Mais c'est fou, c'est-à-dire c'est une absence complète. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Incroyable. C'est incroyable, c'est tellement drôle. Incroyable. Et la tête de Chris Paul qui est trop petit pour pouvoir prendre la balle des mains Mais d'André même pour lui Jordan et taper sur le marquer coude lui-même. ou faire en sorte que tu sais, il la lâche pour que je sais pas, ça avec un peu de chance. C'est ridicule. C'est Mais ridicule. incroyable, incroyable. Et c'est bon que tu ressortes cette anecdote parce que je suis retombé dessus complètement par hasard sur cette vidéo il y a un mois ou deux et que j'avais un peu oublié. Et effectivement, je me la suis repassée deux, trois fois juste en me concentrant sur la tête de Chris Paul en train de sautiller en l'air pour essayer de dire à son pote de shooter là au lieu de juste de garder la balle dans les mains comme un imbécile. C'est incroyable, incroyable. On dirait le gamin qui dit à son père, mais c'est là, c'est là, regarde, c'est là. Et l'autre, il regarde pas du tout. Il est perdu dans ses pensées. Tu vois, il a même pas dû l'entendre. Il le voyait même pas. L'autre, il est hors de son champ de vision. Mais on sait pas ce qui s'est passé. Il l'attrape. En plus, il l'attrape sans sauter et il bouge plus. Personne Ah, ne sait. quelle rigolade. C'est- tout à l'heure, tu parlais de bromance. L'une des plus touchantes et des plus marrantes que j'ai vues, moi, c'est celle entre Boban Marjanovic et Tobias Ah, Harris. bah oui. Des moments vraiment
enfin, si vous êtes passé à côté de cette love story, allez rechercher ça un petit peu parce que c'était vraiment trop beau. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça hyper touchant malgré tout quand tu vois les univers différents desquels ces mecs viennent. Enfin, entre un Serbe et Ouais. un, je sais plus de quel état vient Tobias Harris, mais tu dis, bon, bah, leurs existences, elles sont complètement différentes, quoi. Ils ont pas du tout le même chemin, même vers le haut niveau, culture différente, etc. Et de voir cette amitié bah, sincère et leur sens de l'humour réciproque, la manière dont ils se trollaient l'un l'autre et tout, c'était à mourir de rire. Après, quand Boban, je sais pas si t'avais vu quand ils étaient dans la bulle, là, où il y avait une vidéo où tu voyais Tobias Harris tout triste et qui filmait, tu voyais, tu voyais Boban qui marchait dehors avec Luka Doncic. Tu sais, genre en mode, ah, il m'a lâché pour une nouvelle meuf et tout, je suis tout triste dans mon coin. C'est vraiment à mourir de rire, quoi. J'adore, enfin, Boban, ça, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais ça a l'air d'être un mec en or. Ah ouais, Et ouais. leurs histoires à tous les deux, là, c'est ouais, une des meilleures. Je sais plus comment on appelle ça, là, les comédies, ouais, comédies romantiques comme Rome, c'est ça Ouais, ouais, c'est de... ça. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est un grand moment. Mais quel personnage, ce Boban, en plus, qui a l'air tellement sympa. Mais ça rendait sympa aussi ce pauvre Tobias Harris qui s'en prend plein la gueule en permanence. Mais moi, bah, c'était vraiment un truc sincère. En plus, tu sentais qu'ils étaient ultra proches Complètement. tous les deux. Ultra Ouais, ils proches. étaient au mariage de enfin, l'un d'autre. Non, c'est vraiment devenu des potes, quoi. C'est improbable, mais après c'est comme ça. Je pense que t'as dû vivre ça aussi, Pierre. Tu sais, moi ça m'est arrivé de me retrouver dans des équipes avec des gens vraiment avec lesquels j'avais rien en commun sur, bah, je sais pas, notre éducation, là d'où on venait, etc. Et au bout du compte, il y a une espèce de connexion humaine qui fait que tu te retrouves plus avec eux qu'avec d'autres Bien sûr. et que ça match tout du long. C'est assez marrant, quoi. Ah ouais, ouais, c'est des vrais, ouais, ouais, c'est des vraies connexions qui s'expliquent pas forcément. Un qui n'ira pas au mariage de l'autre, et ça m'avait fait rire. Pourtant, c'était pas drôle sur le coup. Euh, Isaiah Stewart qui se transforme en gobelin et qui veut clairement la peau de LeBron James. Et qui, et c'est là où tu te rends compte en fait que ces gars-là sont pas, c'est pas des humains comme les autres. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'incident sur le terrain entre Détroit et les Lakers, il s'énerve, mais il est ceinturé par ses coéquipiers et il repart. Et soudain, ouais, c'est là où il y a un truc, je sais pas, c'est Hulk, quoi. Il se passe un truc dans sa tête où il y a tous ceux qui commandent, qui font, tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux, nous on va boire un coup. Et il repart. Et par contre, là, il y a que le staff qui est entre lui et les joueurs et il dégage. Mais il faut voir, faut voir il y en a un qui fait du ski nautique derrière, l'autre qui se le prend plein fer en mode running back. C'est terrible. Et là, tu te rends compte que ces types-là, enfin, s'ils veulent tuer quelqu'un avec une gifle, ils tuent quelqu'un avec une gifle. Mais lui, enfin, il avait pété il avait vraiment pété un boulard, un vrai boulard, pas le truc de cours d'école. Il m'a pris mon ballon alors que j'ai mis 50 points. Il m'a pris mon ballon, Ouais, madame. Tu vois, ça, c'était ridicule. Mais là, c'était. Mais ça en devenait drôle. Ce qui était drôle, c'est de voir que personne n'arrivait à le contenir et qu'ils se sont mis à 12 sur lui. C'était ça qui était marrant parce qu'en soi, c'était vraiment une scène un petit peu. C'était un peu choquant, la violence du truc, parce que s'il y avait eu personne, putain, ouais, là, je sais pas ce qui se serait passé, quoi. ouais, mais c'est vrai que l'aspect marrant de la scène, c'est vraiment le côté non, c'est bon, je me Ouais, calme, ouais, c'est ça. lâchez-moi, je me calme. Et puis dès qu'il y a un ou deux mecs qui partent, lui, il repart. Et c'est vraiment, il essaie de sprinter vers LeBron qui est même un petit peu. Alors, je vais pas dire que. Enfin, il aurait eu raison d'avoir peur, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais tu le vois surpris un petit peu parce que on est tellement habitué maintenant à ce que dès qu'il y a ce qu'on appelle des altercations, mais ce n'est pas vraiment. En gros, c'est 2000% de la posture. Personne veut se battre, en fait. C'est le truc dont tu parles des fois. Genre, retenez-moi, quoi. Je vais faire le show, mais Ouais, ouais. j'espère qu'il y a quelqu'un pour faire mine de me retenir parce que j'ai pas du tout envie de faire le show, en fait. Mais là, Beef Stew, là, tu sens que c'était sérieux. Et de la même manière, alors, c'était pas un événement drôle, mais dans la fameuse bagarre entre les Pacers et les Pistons, là, à Détroit, il y a une scène, moi, qui m'a quand même toujours fait rire, c'est qu'en fait, quand Ron Artest monte dans les tribunes, il part en ligne droite, et en fait, il part en ligne droite vers le mec qui lui a acheté la bière, mais il se trompe de gars, en fait. C'est qu'il y a un gars qui est juste derrière le mec qui a acheté la bière, et il croit que c'est lui. Et en fait, c'est un jeune qui est derrière,
qui est en train d'assister à ça, et tu sens l'excitation du gars qui dit ouh, je vais voir un beau là le mec devant il est mal, il va s'en prendre une, et qui est excité, tout content, et à la toute dernière seconde, quand il se rend compte que c'est vers lui que Ron Artest est en train de débouler, tu sais, il y a une seconde où tu vois le visage qui se fige, et il passe de l'excitation à l'horreur de la réalisation de ce qui est en train de se produire, et ce passage-là, je le trouve assez magique. C'est, tu sais, je me quand je vois ce que les gens se permettent de dire sur les réseaux sociaux ou derrière leur clavier en commentaire, tu vois, je me dis toujours, c'est un peu pareil, quoi. Tu sais, la jubilation de, je suis en train de dire un truc marrant, et si tu pouvais sortir de l'écran à un moment et était chopé par l'oreille, ça serait un petit peu la même Juste réaction, je sortir pense. la main comme dans le film là, The Ring, là tu sors la main et tu le ramènes de l'autre côté comme dans Space Jam. Mais si tu regardes bien dans le film aussi, il y a un moment, il y a un type qui descend, un espèce de type qui est même pas très très grand, mais bon, les Américains qui ont bu un peu trop de soda et de bière, et qui se met face à Ouais, lui et qui se met à la bagarre, quoi. Et en fait, c'est ce qui est super dans le documentaire qu'on voit sur Netflix, là, à l'envers du sport, sur cette bagarre. C'est qu'on se rend pas compte, mais c'est ce que disait la police. Tout le monde était ivre-mort dans la salle. Et si vous allez moi, ça m'avait frappé dans les stades de baseball et dans les stades NFL, c'est qu'en fait, c'est une beuverie. Les mecs, ils commencent à 16 heures sur le parking et ils continuent à s'envoyer des bières. Et tu vois souvent ces scènes où ils font des montagnes avec les verres, ouais. avec les gobelets. Et en fait, tout le monde est sous. Et en fin de match, ça m'avait frappé à New York, j'étais allé voir jouer les Jets. C'est qu'il y a plein de bagarres qui partent dans les tribunes parce que les gars sont ivres-morts. Des bagarres de filles, des bagarres de gars. Enfin, c'est vraiment frappant, quoi. Bon, dans les salles NBA encore, j'ai l'impression, enfin, en tout cas à New York, les gens se tiennent un peu mieux. Mais c'est ce qu'ils disaient, tout le monde était sous. Et il faut vraiment être bourré pour descendre, te mettre en position face à Ron Artest. Il faut vraiment être bourré, quoi. Ouais, c'est clair. Il y en a un qui l'a échappé belle, c'est celui. Parce qu'il y a Jermaine O'Neal qui arrive en courant là, pour mettre une espèce de patate, et puis il glisse au dernier Il moment, glisse. c'est que le coup Mais il porte pas, l'apprend mais quand là même, tu ouais. dis, mais il l'apprend, mais la puissance que ça aurait été, parce qu'il faut voir Ben, enfin, c'est ce les gars-là, c'est athlètes que celui qui c'est. se met face à l'autre et C'est qui ne lui, voit ouais, pas ça. arriver à Jermaine O'Neal. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est c'est clair. Dans le genre d'embrouille, mais alors dans un autre genre, tu vas voir. Moi, j'ai adoré le bif qui, je pense, c'est toujours en cours d'ailleurs entre Robin Lopez et les différentes mascottes de la NBA, même si c'est bien orchestré maintenant. Ah, C'est c'est du c'est génie. vraiment, ouais, voilà, C'est du vraiment. génie parce qu'il se laissait faire, il se mettait laissait mettre des panneaux dans le dos, des trucs comme ça. C'était vraiment, c'est du catch, quoi. Et puis lui, lui, il a une tête de mascotte, Robin Lopez. En plus, peut-être C'est qu'il a, clair. on dirait lui-même une mascotte. Et c'était vraiment très drôle quand il faisait genre, il se réconciliait, l'autre, il lui mettait un coup. Et en plus, il Oui, prenait des risques parce que mine de rien, à l'échauffement, il allait faire le con, il lui courait après, il lui sautait dessus, il tombait par terre, ils se roulaient par terre tous les deux. Imagine, il se prend une entorse du poignet ou il se fait mal. Tout ça pour avoir chassé un coyote, c'est un peu con, quoi. oui, c'est clair. D'autant que, je sais pas si tu te rappelles, j'avais oublié, toi, je l'avais pas noté, mais je vais le mettre avec. Là, il y avait ce rituel d'avant-match quand il était au Bucks, où Yanis faisait mine de lui mettre une énorme patate, Ah là, oui, tu sais, oui. de le mettre au sol, pareil, exactement en mode catcher. Tu dis, bon, après, c'est un risque mesuré parce qu'il n'était pas souvent ni longtemps sur le terrain, où c'est que que le match était plié dans un sens ou dans l'autre. Mais ça, c'était aussi assez drôle, quoi. Et parmi les mascottes, alors, il y en a plein qui sont très drôles. Mais moi, pour moi, c'est vraiment Benny the Bull qui est le troll ultime, le casse-couille ultime qui vient avec à chaque fois son gros sac de popcorn qui se met à faire tourner sur tout le monde. Et il y avait une scène, je sais pas si tu l'as vu celle-là, où il se met à côté d'une nana et puis il commence à brancher une fille et tu vois Madame Benny the Bull qui arrive je sais pas si tu te rappelles, Ouais, ça, j'avais pas vu celui-là. qui arrive par derrière et qui lui met une énorme tarte pendant la kiss cam, Ok. tu vois. Et lui, les gens et tout, et il y a elle qui descend dans les travées et qui lui met une énorme tarte. Ouais, ça pour ça, on rend pas assez hommage. Alors, Benjamin Moubèche avait écrit un super article sur le coyote. Et Ouais. c'est des athlètes de haut niveau, généralement les mascottes. Et c'est vraiment, enfin, il y a qu'eux qui savent faire ça, quoi. Voir un taureau à la con en plus, il est claqué ce taureau. Il est là depuis 30 ans, 40 ans, il a toujours la même tête. C'est vraiment rigolo. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que ces petits moments-là, bon, alors des fois, en fait, c'est marrant parce que
en fonction des moments, ça peut être très drôle ou vraiment naze en fait. Mais c'est vrai que les Américains sont bons pour ce genre de mise en scène et pour les mascottes, des fois c'est vraiment nul et des fois c'est drôle quoi. Et des fois même c'est un petit peu, t'es un peu étonné des trolls qu'ils sont capables de faire ou même des salles. Je sais pas si t'as vu, je crois que c'est avant le match 2 des finales NBA à Boston où pendant que Kyrie Irving est en train de s'échauffer au tir, genre 2 heures avant le match, hein, il y a encore personne ou quasiment personne dans la salle. En gros en énorme l'écran géant qui est en haut de la salle, ils ont mis sa tête avec ses stats sur la finale qui sont catastrophiques quoi. Et ces trucs-là, j'ai dit, tu sais, c'est. Je suis toujours étonné dans cet univers NBA qui est très corporate, où on fait très attention, parfois quand c'est les clubs eux-mêmes ou les community managers Ah ouais, qui sortent pour mettre des taquets comme ça, c'est assez drôle, quoi. mais même, il y a les community managers, mais pas que. Il y a les broadcasts des équipes. Je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé cette nuit pendant la conférence de presse. Luka Doncic, qui est donc qui fait la conférence de presse. Alors, encore une fois, on est le lendemain de match 3 là. Donc Luka un peu dépité, et tu as le synthé en bas sur la chaîne des Celtics avec marqué Luka Doncic, guard numéro 77, a plus de matchs fold out en finale que de victoires. Les mecs te mettent ça en direct, tu vois, pendant la conférence de presse. C'est-à-dire, soit ils se disent personne regarde, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, mais pour troller, c'est vrai que, et c'est là où tu as raison, c'est que tu lèves un bras, tu prends une technique, donc ça semble très aseptisé, et pourtant il y a un niveau de vanne quand même qui est très très fort chez les community managers en général, et souvent les réponses des joueurs qui se foutent ou des fans, quoi, les comptes d'équipes qui répondent aux fans, des fois c'est à mourir de rire, quoi. Et les mecs ils y vont, mais il faut voir comment, hein. Ils y vont avec les pieds. C'est clair. T'avais d'autres trucs en stock, Pierre? Ah bah ouais, ouais, j'en ai plein. Moi, un clip très très drôle. Je sais plus pourquoi c'était, mais je l'ai vu 100 fois. C'est Will Ferrell et Drake qui jouent les coachs et qui apprennent à faire des handshakes, et qui disent si votre handshake, si le panier est bon mais le handshake sucks, tu sors du terrain. Et parmi les joueurs à qui il parle, il y a Demar DeRozan qui comprend pas le truc. Et il se fout de sa gueule. Et Et de quand il son dit nom? comment tu t'appelles, il dit Ouais, c'est vrai. Demar. Et l'autre, il fait Demar. Demain? Demar, I say it, de less I like it. Et mais rien que ça. Et tu vois, c'est ça qui est cool avec les joueurs, c'est d'accepter de se prendre une vanne comme ça qui est excellente. Et j'avais trouvé Drake plutôt bon en plus. Il était vraiment drôle dans son rôle. Et avec Will Ferrell, évidemment, incontournable et imbattable à ce niveau-là. C'est la plus belle performance de Drake, non? On peut le dire, ou c'est... On va Bah, c'est sa me vraie qualifier seule de vraie hater vanne. Drake. C'était son diss track, le seul vrai bon moment. Attention, là, il y a des gens qui commencent déjà à nous insulter C'est clair. en commentaire. Mais c'est vrai ce sketch, il est excellent, ouais. Vraiment excellent ce sketch. Je sais plus Après, pourquoi bon, c'était, hein. je sais, ouais, non, t'as raison. Ou c'était peut-être même un sketch de SNL ou un truc comme ça. Non, je sais plus. Je sais plus. Mais moi, je suis un fan inconditionnel de Will Ferrell, donc pour le coup, je suis pas du tout objectif là-dessus. Bah, sinon, parmi les rois des vanneurs, bon, bah, il y avait Larry Bird, t'en as parlé il y a pas longtemps. On vous a partagé sur la page Hoop Culture là, la fameuse scène, le fameux match contre les Hawks où le banc des Hawks explose, limite, c'est impossible ce qu'ils vivent. Mais il y avait des vannes qui sont super connues, notamment, moi ça m'avait fait rire à l'époque où tu commençais à lire les quotes les plus invraisemblables de Larry Bird, où il dit que tu sois noir, jaune ou rouge, mais si tu lui mets un blanc sur lui, il prend ça comme un vrai en défense. Pour lui, c'est vraiment la marque du disrespect la plus absolue. J'avais trouvé ça mais tellement gonflé que ça m'avait fait bien marrer. Et puis, tu parlais de Shakti Fool tout à l'heure, mais bien sûr, les souvenirs de Inside the NBA est pour moi la plus grande scène. Alors récemment, j'ai vu 40 fois d'affilée, tellement ça m'a fait rire. Barclay qui dit qu'il faut je sais plus quelle équipe va partir à Galveston et pas à Cancun. Je sais pas si c'était pas les Suns Oui, ou si. non, c'était pas les Suns, c'était je sais plus c'était une équipe de premier tour, je crois. C'était ouais, ou les Pelicans. Ouais, c'était peut-être les Pelicans qui devaient dégager, et ils trouvaient ça honteux, et ça m'avait fait marrer. Mais surtout, c'était l'épisode Clippers Rockets où il y a la fameuse histoire où il y a Rose Avec le tunnel. Goldenwady qui prend la parole,
qui prend la parole et qui dit ben voilà, il y a un joueur, il y a un problème, ils passent par le tunnel, Chris Paul, il y a un souci avec Chris Paul, et il y a Ernie Johnson qui dit oui, apparemment, en plus, c'est assez sérieux. Alors, les deux commencent à rigoler, et c'est assez sérieux parce que LAPD a été appelé et tout, et les deux, ils partent dans un fou rire. Genre, Chris Paul arrive par le tunnel, venez me sauver et tout, en parlant, parce que Chris Paul, lui, était parti aux Rockets, donc il est arrivé et du coup, il connaissait bien la salle des Clippers. Mais le fou rire, alors il y a Kenny Smith qui essaye de ramener les trucs sur le bon chemin, qui essaye de dire non, mais les gars, quand même, il y a un incident. Mais les autres, ils jettent leur fiche en l'air et tout. C'est à mourir de rire. Et ça, pour ça, c'était drôle. Et parmi les grands moments aussi, tu vois, bon, eux, ils se sont roastés à droite à gauche, mais parmi mes grands moments de rigolade, il y a quand même le tirage au sort du All-Star Game entre KD et LeBron. Et il reste plus que James Harden et Rudy Gobert. Et KD, il prend Rudy Gobert et la tête de LeBron. Il reste que qui comprend le bif, qui voit arriver le truc et qui peut pas s'empêcher de rigoler, quoi. Donc ça, vraiment, Ouais. c'était un grand moment. Dans... c'est clair, du coup je me rappelle. Au début j'ai cru que t'allais dire la fois où, où Jokic pensait qu'il était le dernier. Oui. Et du coup il a choisi son équipe, en fait il se lève en disant bon bah, j'ai compris je suis le dernier, et puis il se met directement dans une équipe alors il reste encore un gars derrière lui à être pris. Mais l'autre truc, alors c'est un petit peu anecdotique là, c'est un peu de la niche, mais Klay Thompson qui est un joueur que j'adore, qui a une espèce d'humour très Sans rire. particulier. Ouais. Les petites vidéos de Klay Thompson avec son chien Rocco, c'est des mini moments de bonheur où tu le vois dans sa décapotable comme ça, tu dis là, il a l'air d'être cool. Tu sais, la caméra tourne, tu dis bon, il va montrer sa meuf ou je sais pas quoi. T'as son espèce de petit bulldog. Alors je m'y connais pas en chien, c'est pas un bulldog. Dis-moi quelle est la race de Rocco là. Mais il y avait toute une série de vidéos comme ça où tu vois sur son yacht l'été. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment son meilleur pote. Ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Et puis, bon, bah, un dernier, parce qu'on essaye toujours de trouver des moments drôles avec les plus grandes légendes, notamment, bah, là, on va reparler tout à l'heure de Jerry West, sûrement vous en avez parlé sur le podcast de Rivers, mais match 7 des finales contre avec Bill Russell, où au plafond des Lakers, de la salle, il y avait des ballons partout, et il y avait Bill Russell qui lui avait dit, tu vois les ballons là, vont rester là-haut, truc comme ça, tu vois, ils arrivaient à se vanner, on le savait plus tard, mais on cherche toujours à voir les moments drôles des plus grands joueurs. Alors évidemment, Jordan, et je parlais de Jordan et Kobe, et il y a un vrai moment qui est touchant entre les deux. Bon, il y a l'histoire de Steve Kerr qui, lors de la parade à Grand Park, raconte le fameux dernier shoot en 97, mais surtout, il y a cette scène où Jordan joue aux Wizards et Kobe commence à prendre la ligue à son compte. Et cette scène où il se rentre dedans, je ne sais pas si tu vois, où Jordan joue le passage en force le long de la ligne de touche. Et, euh, et en fait, donc Jordan tombe, l'arbitre dit qu'il y a passage en force. Et Jordan regarde Kobe en commençant à rigoler, genre, j'étais quand même bien niqué. L'autre regarde l'arbitre en disant quoi? Regarde Jordan, il se rend compte que l'autre le regarde en lui disant je t'ai bien niqué, se met à faire semblant de donner des coups de poing. Et là, t'as Tyronn Lue, cet abruti qui vient tout gâcher, genre qui se sépare, genre hé, wow, j'ai pas de ça chez nous, hein. Alors qu'il comprend même pas le moment, comme souvent Tyronn Lue quand il était sur le terrain, il est souvent du mauvais côté de l'histoire. Mais j'avais trouvé cette image très touchante et vraiment la manière dont Jordan regardait Kobe, jamais en temps normal, Jordan aurait regardé quelqu'un sur qui il jouait le passage en force en rigolant. Et là, c'était vraiment un clin d'œil en disant allez, le flambeau, il est à toi maintenant, mais laisse-moi encore 2 minutes parce que là, je t'ai bien eu sur ce coup-là. Et c'était vraiment un moment, surtout quand je crois que Kobe porte une paire de Jordan en plus à ce moment-là. Donc, c'était plutôt une belle image, une image Ouais, souriante. d'autant que tu as raison, parce que j'ai pas d'autres exemples de ce type de complicité entre Jordan et un adversaire en match. Enfin, Non, peut-être avec Barclay et encore, fallait vraiment que ce soit un tournoi d'été pour une œuvre caritative et encore, c'est même pas sûr. oui, non, c'est clair, c'était plutôt, non, ça, ouais, il était tellement obsédé par la victoire que même quand il souriait, l'autre souriait rarement. En fait, il y avait qu'un des deux qui souriait, quoi. C'est ce que Oui, je veux oui, dire. oui, donc là, c'était vraiment, bon, l'un avait plus rien à jouer. On sentait un respect mutuel et c'était vraiment une très très belle image, très très belle.
très très belle image. Il y a mille angles de cette action. Ouais. Tu veux qu'on enchaîne Bah ouais, sur ouais, autre chose, allez, on y Pierre? va sur Parce qu'on pourra nos en refaire petites une deuxième. rubriques habituelles. Ouais, largement. Ouais, Et puis il y on en se aura, fera un il volume 2. y en aura d'autres à venir. Le seule chose, ouais, il y en avait une dernière, c'est dans les fameux stakes, parce que c'est pareil, ça m'avait fait rigoler. Mais bon, après, il faut prendre le risque de le dire. C'est Nick Wright, l'analyste, qui avait dit, tu vois ce truc-là, il avait dit au moment où les Celtics commenceront à se rendre compte qu'on joue à jouer un vrai basket de playoff en rapport avec le parcours soi-disant trop facile qu'ils avaient eu, les Mavs mèneront déjà 3-1. Voilà. Bien vu l'aveugle, vraiment excellent. Exactement. Donc Nick Wright, rebaptisé Nick Wrong par le grand Antoine Pimel, à juste titre. Encore raté une occasion de se taire. Exactement, exactement, c'était bien drôle. Allez, je te propose qu'on passe à nos coups de cœur. Et Ouais. moi, je vais rester un petit peu à la fois. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ton intro. Une BD qui m'a bien fait rire en ces temps un peu, un peu durs. Ça s'appelle En marche ou grève de David Snug. Alors, je pense que ça s'appelle, que c'est Snug, ça se prononce, voilà, aux éditions Nada. Ouais, je vais le dire tout de suite. Attention, c'est un anarchiste végétarien qui le revendique. C'est sur la politique du moment. C'est très drôle. Par contre, voilà, c'est clairement très anglais. Je te lis une petite phrase comment dire, qui est dans le. Tu vois, je trouve plus mes mots, les semaines elles sont trop longues. François Bégodeau qui a signé l'épilogue. Voilà, merci, je retrouve mes mots. Il y a une phrase qui explique un petit peu voilà, le but de cette BD très drôle. Snug fait l'apologie de la marche sans but, sans objectif, sans performance. Marcher pour marcher, marcher comme une fin en soi. Ce pourrait être ça l'anarchisme vécu. Aimer les choses pour elles-mêmes et non pour le bénéfice qu'on en tire ou l'utilité qu'on y trouve. Donc voilà, il y a des choses très bien vues, des choses très drôles sur la société actuelle. C'est effectivement extrêmement anglais, totalement subjectif, mais moi ça m'a beaucoup fait rire. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle En marche ou grève de David Snug et c'est aux éditions Nada. Eh ben, à suivre, je vais aller me prendre ça tout de suite parce que moi aussi j'ai bien envie de lire un truc rigolo. Moi, je vais aller sur notre terrain préféré, Théo, hors basket, c'est sur le hip-hop, pour te parler de mon coup de cœur de la semaine, le dernier album de Dave East, qui vient de sortir, qui s'appelle Apartment 6E. Dave East, depuis 2019, il vit lui aussi une jolie bromance avec deux producteurs qui sont Mike and Keys, multi-nominés aux Grammys, qui ont travaillé avec Nipsey Hussle sur le Victory Lap, l'album Victory Lap, qui ont travaillé avec Jay-Z, avec Dre, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, etc. Et ils ont fait des projets ensemble, Karma 3, Fortune Favors, 30 for 30 que j'avais adoré, et Fortune Favors Bold. Et donc c'était c'était super projet. Et là donc ils sortent un nouvel album ensemble. Il y avait eu des petits teasers. Il y avait eu un morceau qui s'appelait So Much Change avec qui rappelait le So Much Pain de Tupac. Voilà, moi aussi j'ai du mal à trouver mes mots. Et un track super qui s'appelle Dangerous Rhythm avec Shaggy qui revient sur cet album. Donc vraiment, il y a Corrupt, il y a Shaggy, il y a plein d'artistes super, et surtout Dave East qui, moi, je trouve, est un artiste vraiment à part, qui a un flow vraiment à part et une écriture vraiment sympa. Et cet appartement 6E dont il parle, c'est celui où il habitait à Ravensbourg Houses dans le Queens. Et c'est dans cet appart-là qu'il a fait ses premières mixtapes avant d'être signé chez Def Jam avec Parnasse. Et donc, il se rappelle de cet appartement parce qu'il dit c'est là-dedans que je suis revenu avec mon contrat et je savais que je l'ai regardé en disant ma vie va changer. Donc, c'est un bel hommage, un bel hommage qui est rendu. Donc voilà, un bel album à écouter sur un label qui n'est pas Def Jam, bien sûr, puisqu'il a quitté Def Jam depuis un bon moment. Mais j'en profite pour vous remontrer ce livre. Si vous ne l'avez pas, allez bien sûr vous le procurer. L'histoire de Def Jam Recordings. C'est un super bouquin. On apprend plein de trucs. Il y a des photos incroyables. Voilà, ça, Théo. Je ne vais pas te faire l'apologie de ce livre-là parce que je pense que tu le connais par cœur. Si je te demande où est Ashanti, tu es capable de me dire à quelle page elle est. Donc, je n'en parle pas plus. Mais allez,
Allez écouter cet album de Dave East qui s'appelle Apartment 6E et c'est un super disque de hip-hop à l'ancienne, mais pas que, avec les codes d'aujourd'hui comme on aime. Ouais, c'est Davis, c'est vraiment très bon rappeur. Effectivement, j'avais bien beaucoup aimé son album commun avec Styles P. Et c'est Mm. marrant que tu parles de Dave East parce que c'était aussi un basketteur, un très bon basketteur, Très bon notamment au athlète. lycée. Et c'est un ancien coéquipier de Kevin Durant. Alors, je sais plus si c'était au lycée ou dans une équipe AAU, mais il y a quelques années, on sait que Kevin Durant aime beaucoup le rap, aime même rapper parfois. Il y a un morceau avec Stalek qui est sorti cette année sur lequel il y a Kevin Durant. Et je sais que voilà, il avait enregistré aussi des trucs avec Davis. Alors je sais plus si c'est sorti ou si c'était simplement pour le délire entre guillemets, mais ouais, visiblement très bon basketteur Davis aussi. Mais c'est comme ça souvent qu'il se présente hein, en tant que rappeur, entrepreneur, acteur, athlète. Voilà, Ok, rien que ça. Un peu comme toi finalement. c'est ça. Par contre, pour un chantier, j'aurais pas été capable. Autant le bouquin je l'ai, autant c'est vraiment je m'attendais pas à ce que tu sortes cet artiste-là. Je peux pas te dire à quelle page elle est quoi. Non, voilà, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que c'était vraiment la dernière que je m'attendais à voir Moi aussi. dans ce livre. Et que quand je l'ai ouvert, j'ai dit putain, mais attends, c'est Ashanti, incroyable. Tu sais, moi, j'étais perdu dans les Beastie Boys en train de lire comme un fou avec Rubin là-dessus. Et je me tombe sur Ashanti, c'était sympa. Et le vrai plus de ce bouquin, c'est que justement, ça brosse tout et ça s'attache pas uniquement aux plus grosses success stories. Et on se rend compte qu'Ashanti, finalement, bah, elle a fait son petit bonhomme de chemin et je crois qu'elle est toujours dans le game. Ouais, c'est bien possible. Effectivement, j'avais été surpris que ça aille aussi loin. Moi, je pensais forcément aux époques, au début des Def Jam avec, on t'a parlé, Beastie Boys, Public Enemy, C'est et ça, puis plus tard même DMC. Method Man, Redman, etc. Mais ça a été jusque dans les années 2000, et c'est ça que j'avais un peu perdu de vue à ce moment-là, ce qui se passait sur le label. Bah, Euh, faut que je la trouve. Ah oui. Pour nos... Ah, en plus, il y a plein d'endroits où elle est citée. Hein. Je vois, il y a des dizaines de pages. Bon, bref. Ah, bah, je crois qu'elle est là avec. Il me semble que c'est elle qui est avec Ja Rule qui est là. Oui, Voilà. oui, ça doit être elle, effectivement. Voilà. Avec Ja Rule, feu Ja Rule. Je me note pour plus tard sur un truc dont je vous reparlerai dans un autre Sur futur. un documentaire avec Ja Rule dedans, c'est ça? Absolument, qui est incroyable. Non, mais Incroyable. Ouais, voilà, ça, c'est quelque chose. Voilà, on en reparlera, promis, on vous le tease pas. Mais par contre, ouais. suite à ça, j'avais vu une vidéo de Ja Rule qui faisait un showcase dans une boîte de nuit et qui essayait d'ambiancer, ou non, mais même pas, dans une salle NBA, je crois, qui essayait d'ambiancer la salle à la mi-temps et personne lui répondait. Il était seul comme tout, terrible. Bon, Ja Ouais, Rule. très dur. Rest in peace, Allez, Ja Rule. tu vas pas nous faire le coup de gueule sur Ja Rule quand même, Pierre. Non, j'avais pensé le faire sur un qui a voulu rester président de son parti alors qu'il n'avait plus le droit et qui s'est enfermé à l'intérieur de son bureau. Donc ça va faire un mème absolument délicieux pour les 40 prochaines années, je pense. Mais non, ben, le coup de gueule, il est un peu tristoun. C'est la perte de Jerry West qui est vous en avez parlé dans votre débrief du match 3 des finales NBA. Shai a fait un superbe article dessus. Je crois que Théo, tu vas pouvoir nous en parler. Rarement le terme légende aura été aussi bien porté que par Jerry West et son héritage est immense. Ouais, Jerry West, il fait partie de ces gens qui personnifient vraiment ce qu'est la NBA. Vous le savez certainement, mais c'est de sa photo, enfin d'une de ses photos, une de ses photos a servi de modèle à ce qui est devenu le logo de la NBA, même si ça n'a jamais été officiellement reconnu. Voilà, tout le monde, c'est attesté que c'est le cas. Un joueur qui, au-delà de sa carrière extraordinaire de joueur, de son niveau de jeu incroyable, a derrière continué de marquer la NBA tout du long. En tant que general manager, il a bâti que ce soit les Lakers époque Showtime ou Lakers avec Shaq et Kobe. Ensuite, du côté de Memphis, du côté des Clippers, du côté des Warriors aussi. Il est arrivé l'été notamment aux Warriors. Il est devenu consultant des Warriors l'été où les Warriors se posaient la question de savoir s'ils voulaient échanger Klay Thompson contre Kevin Love ou pas. Et c'est notamment, il a fait tout de suite partie du camp de ceux qui leur ont dit mais jamais de la vie, il faut garder Klay Thompson avec Stephen Curry et construire autour de ça. Personnage incroyable, hyper touchant, toujours dans ses prises de parole rares mais sincères. Tu vois, parmi les légendes,
c'est vrai de tous les milieux, mais c'est vrai que parmi les anciens joueurs, et même parmi les gens qu'on appelle des légendes, il y en a qui ont construit eux-mêmes leur légende après coup, en revisitant un petit peu l'histoire de manière voilà, à leur sauce. Ça n'a jamais été le cas de Jerry West, voilà, qui a toujours, qui jusqu'au bout, je pense, a porté les cicatrices de ses défaites face à Boston au plus profond de lui-même. Personnage touchant, comme j'en parlais dans le CQFR, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai parce qu'il était venu sur un événement de basket français qui s'appelait la Semaine des As à l'époque, qui se passait, enfin la finale se passait à Pau. Il était venu superviser Boris Diaw et Michael Pietrus qui allaient se présenter à la draft. Et en fait, c'est ce truc dont on a parlé une fois ou deux. On en parlait la semaine dernière avec Wax, Pierre Armand, qu'on disait, tu sais, l'aura en fait que peuvent avoir certaines stars et tu sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ont cette chose en plus. Jerry West, il avait ça en plus. Et quand il était présenté au public, ce qui semblait pas lui faire plaisir, je pense qu'il aurait préféré rester dans l'anonymat. Tu sentais le respect qu'il y avait dans la salle pour ce joueur et ces personnages hors normes qui a incarné la NBA. Je pense que le terme est pas trop fort. Je pense que je connais pas déjà d'autres numéro 44 déjà. Je serais incapable de te citer un autre joueur avec un numéro 44. C'est un des rares joueurs avec Bill Russell qui aujourd'hui a encore son maillot édité que tu peux trouver n'importe où. C'est vrai que bon, bah, c'est 9 finales et une seule victoire. C'est le loser magnifique. Je pense que nous, en France, qui adorons les losers magnifiques, on a toujours une tendresse pour Jerry West, qui est donc le seul MVP en ayant perdu. Bon, cette fameuse, mais bon, il a le surnom le plus génial de l'histoire. Quand tu t'appelles Mr. Clutch, mais c'est bon, c'est jackpot. Tu peux mourir tranquille, comme on dit. Mais cette mort m'a choqué parce que je savais même pas qu'il était ni malade, ni bon. Et puis après, c'est vrai que 85 ans, j'ai appris ça. On a eu une déclaration super de Bob Cousy cette semaine qui disait que lui, à 95, chaque chose prenait plus d'importance, qu'il arrivait au bout du chemin et qu'il aimerait quand même bien voir la 18e bannière en haut. Voilà, je pense que Bob Cousy, à 95 ans, va bientôt partir. C'est vraiment, on commence à voir toutes ces légendes qui nous quittent, Bill Walton, etc. Et c'est pas glorieux tout ça. C'est bien tristoun. Et si vous voulez voir une autre facette de Jerry West, autre que celle du monsieur un peu âgé qui gère, allez voir ce fameux film Winning Time sur les Los Angeles Lakers, où on voit un type bouffé par le stress, par l'anxiété, comme l'était Bob Cousy d'ailleurs, et que c'est lui qui, ne voulant pas coacher cette équipe des Lakers avec Magic Johnson qui arrive, le fait un petit peu, mais ça le saoule, et du coup fait le pari de Pat Riley, et j'ai oublié le nom de l'autre, évidemment, qui est assistant coach. Et donc Pat Riley devient assistant coach avant de devenir coach principal. Donc voilà, c'était, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a rarement pris, enfin il a dû en prendre, mais en tout cas historiquement n'a pas pris que des mauvaises décisions, loin de là. Je pense que le seul type qui lui en veut vraiment encore aujourd'hui, c'est Vlade Divac, mais sinon c'est tout, quoi. Mais même Vladé a dû se rendre à l'évidence et se dire non, Oui, à un finalement, moment donné. si j'avais pu faire ça avec Sacramento, je l'aurais fait, mais juste j'ai préféré miser sur un mec de Duke plutôt que sur Luka Doncic. Donc Je sais pas si je préfère te faire un t-shirt Anthony Bennett ou Marvin Bagley, quoi. Je sais pas. Il y a challenge, effectivement. Écoute, je vais enchaîner du coup avec nos reliques parce que, Bien sûr. voilà, moi, ma relique de la semaine, justement, c'est la très belle autobiographie de Jerry West, West by West, My Charmed, Tormented Life. J'en ai lu plein des autobiographies et des biographies de joueurs NBA. Celle-ci, on peut même pas dire que c'est l'autobiographie d'un joueur NBA, c'est vraiment une autobiographie d'un personnage et d'un homme. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent dans ce type de récit, les mecs réinventent un petit peu l'histoire, se mettent en valeur. Là, c'est un récit d'écorché vif d'un mec qui a jamais pu se réconcilier avec le fait d'avoir perdu ses fameuses finales face à Boston, qui, encore au moment où il écrivait le livre, qui était tourmenté par ça. Un winner incroyable qui vient je connaissais pas grand chose de sa vie personnelle au bout de compte, qui vient vraiment de la pauvreté, de la Virginie. Tu sais, c'est finalement ces états dont on parle rarement et où
on se rend pas bien compte finalement de la détresse qui peut y avoir de vivre dans ces endroits pauvres et un peu coupés des grandes mégalopoles. J'ai trouvé ce livre ouais, vraiment, vraiment passionnant parce que il y a aucun moment où il essaie d'enjoliver les choses. Au contraire, tu dis bon bah je crois que voilà, ça a été écrit avec Jonathan Coleman. Je pense que c'est plutôt le Coleman en question qui parfois a dû lui dire non mais là faut remettre un petit peu, enfin t'étais un grand, enfin pas lui le convaincre qu'il était un grand joueur parce que ça il en avait conscience, mais remettre un petit peu de lustre autour de tout ça, c'est vraiment passionnant à lire parce que tu rentres, c'est pas simplement je vous raconte ma vie, c'est je vous raconte ce qu'il y avait dans ma tête, les douleurs que j'ai dû traverser. Et c'est un livre ouais, hyper touchant, vraiment hyper touchant ce bouquin, je vous le recommande. Donc c'est West by West, My Charmed Tormented Life de Jerry West. C'est sorti il y a une dizaine d'années maintenant, je pense, mais je suis sûr que c'est toujours trouvable. Et ce qui est passionnant dans ces autobiographies de ces joueurs-là, c'est que du coup, au-delà du personnage, il y a toute une mise souvent en perspective et on apprend énormément de choses sur la société américaine de cette époque-là et sur la manière dont les choses étaient perçues. Et quand on lit voilà, les livres sur Bill Russell, Bob Cousy, il y a toute une dimension au-delà du sport qui est ultra importante. Et je pense qu'un mec comme Jerry West aujourd'hui, dans la NBA, alors est-ce qu'on peut les transposer? Mais c'est vrai que ces types, on parlait de la libération de la parole sur la santé mentale, etc. Et que c'était un type qui était, lui, complètement tourmenté et vraiment, qui souffrait d'anxiété terrible, hein. Mais complètement, et c'est pas une punchline, il supportait plus la couleur verte en fait, Mm. tellement Ouais, ouais, les ouais, je défaites comprends. face aux Celtics l'avaient obsédé. Et c'est assez marrant parce qu'il y a une scène qui est assez touchante, il raconte qu'il prend l'avion, il se retrouve avec Bill Russell dans l'avion en fait, pour un long courrier, et que bah voilà, Bill Russell, comme vous devez le voir, qui est un mec charmant, qui fait des blagues, qui est marrant, et à un moment ils en viennent à parler de leur finale, et Bill Russell, mais presque en rigolant, quoi, lui dit ouais, de toute façon vous étiez moins fort. Et Thierry West qui raconte qu'il est. Tu sais, c'est comme si tu leur mettais un Ah coup de ouais, ouais. poignard dans le cœur, quoi. Tu sais, 50 ans après, ou je sais pas combien d'années c'est après, lui, la douleur est toujours aussi vive, quoi. Et qui, malgré tout, peut pas en vouloir à Bill Russell parce qu'il a gagné, parce qu'il reconnaît le champion incroyable que ça a été. Et qui voit que lui aussi, c'est quelqu'un qui était sincère et qui n'était pas dans les artifices. Mais cette scène-là, elle est particulièrement touchante dans le bouquin. Et autre chose, juste pour vous présenter un petit peu la psychologie du gars, faut savoir que Jerry West, donc élevé par un père hyper dur, et son héros à lui, c'était son grand frère, disparu hyper jeune durant la guerre de Corée. Et en fait, voilà, il a vécu toute sa carrière en se disant, ouais, mais avec ce héros disparu hyper tôt et finalement cette figure qui est impossible à égaler en fait. Tu vois, c'est le Ouais, mec ouais. à qui il voulait le plus ressembler au monde et il se dit ouais mais mon frère il est mort jeune en partant à la guerre. Moi je suis juste un basketteur et j'arrive pas à gagner des finales. Comment est-ce que je peux me mesurer à cette image que je me suis mise en tête comme étant un modèle à suivre. Enfin bref, je vous laisse découvrir le reste par vous-même, mais c'est vraiment passionnant à lire. Oui, surtout dans une société qui est basée sur la réussite et le mot gagner en permanence, ça doit être terrible de perdre. Et toi Pierre, du coup, c'est quoi ta relique cette semaine? Alors moi, cette semaine, on a fêté alors 97-2000, bah, ça fait 27 ans, du fameux Flu Game, celui où Jordan est arrivé avec une gueule de bois, slash pizza, slash on sait pas. Mais selon la légende officielle, c'est pizza avarié, donc malade, et donc on a appris j'ai fait un petit article dessus sur le Basket Session, que cette fameuse chaussure, la Jordan 12 Flu Game, allait ressortir, donc celle qui a permis de remporter ce titre de 97, au terme duquel, lors de la parade à Grand Park, Steve Kerr a raconté sa fameuse anecdote, donc on en parlait tout à l'heure, et donc ça, le titre Oh, champion de 97, avec le pauvre Brian Williams au milieu, Bison Délé, ici, que vous voyez, hop, ouais. qui est là. Un ancien Celtic, là, Robert Parrish, une légende vivante de- des Celtics. Et voilà, alors on voit même plus Jason Caffey que, Que Dennis que Rodman. Dennis Rodman, tu vois. Voilà, donc t-shirt starter, il me semble, oui, t-shirt starter de l'époque, voilà, pour fêter le titre de Chicago en 97. Encore incroyable. À chaque fois, tu nous sors des t-shirts d'époque là qui me. Ah ouais, celui-là, il est cool. Il est Ah, vraiment cool, celui-là. carrément, ouais. Voilà, pour la relique de la semaine.
Eh ben, super, super brolique. Bah écoute Pierre, on va se laisser là-dessus. Nous, on vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. On vous dit à très vite, que ça soit bah, sur nos réseaux, sur les différents réseaux ou simplement bah, dans Hub Culture la semaine prochaine. On va continuer à vous présenter des belles choses jusqu'à ce qu'on fasse un petit break cet été. On fera une petite coupure quand même avec Pierre, histoire de dormir un peu. T'étais pas au courant? T'as pas reçu le mémo Comment de la belle ça? compagnie? J'ai pas reçu une notification, on n'est pas dans le délai de réflexion. Attends, 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 non, j'étais pas prêt là. En tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas encore débarrassé de nous. On vous dit à très vite et on a déjà hâte de vous retrouver. Ciao! Salut. Salut.